Bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bienvenue sur la deuxième édition du Mike Show, le podcast où on explore les parcours de ceux qui osent, qui se réinventent et qui repoussent leurs propres limites. Alors ici, il n'y a pas vraiment de format rigide, simplement des conversations sincères et inspirantes avec des invités d'univers divers et variés. Ça peut être des athlètes, ça peut être des créatifs, ça peut être des entrepreneurs. Mais en tout cas, ils ont tous quelque chose en commun. C'est une histoire à raconter et des expériences à partager. Sans plus tarder, c'est vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de recevoir ici, de mon podcast, un monument du football français, 188 sélections, qui a évolué du côté de Lyon, de Paris, de Bayern et également un passage aux États-Unis, qui a adopté une poste de ex-secrétaire général au sein de la Fédération française de football et qui est maintenant consultante. Il s'agit de Laura Georges. Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, Mike. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Ça a été pas facile. Je sais que tu es extrêmement convoité. J'ai dû faire des pieds et des mains pour t'avoir. J'ai dû te chercher par la torche pour te faire venir ici. Mais voilà, te voilà avec nous. Je suis vraiment content de t'avoir ici avec nous. En plus, ce qui est bien, c'est que quelque part, toi, tu es de la région, tu as grandi au Chesnay, donc tu es vraiment à domicile. Du coup, sois à l'aise. Merci pour l'invitation et c'est vrai que ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Pas convoité, surtout j'étais plutôt prise par des déplacements. Bon, c'est bien d'apporter cette petite précision. En tout cas, il y a toujours une question un peu traditionnelle chez nous. Je te donne l'opportunité de te présenter simplement à nos téléspectateurs. Alors Laura Georges, une ex-joueuse de l'équipe de France de football, qui a évolué au Paris Saint-Germain, à l'Olympique Lyonnais, au Bayern de Munich. Et effectivement, tu l'as signalé, j'ai étudié aux États-Unis à Boston College. Je suis devenue secrétaire générale à la fin de ma carrière, durant 2 mandats, donc plus de 7 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis consultante pour des projets à impact. Et là, je viens de lancer mon tout premier programme de femmes dirigeantes en Guadeloupe. Wow, c'est top. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ton parcours parce que j'ai quand même l'impression que tu as plusieurs vies et c'est très inspirant d'ailleurs tout ce que tu fais. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il est important pour moi de comprendre un petit peu pourquoi tu es arrivé au football. Pourquoi le football? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans le parc du Château de Versailles. Mon père jouait en football entreprise. Mes amis jouaient au football à côté de la maison. Donc du coup, c'était tout simplement que je me suis dit, s'il y a une activité à faire, c'est bien le football. Et il s'avère que une fille dans la classe de mon frère m'a vu jouer dans la cour du collège. Il m'a dit, écoute, moi je joue au PSG, ce serait bien que tu nous rejoignes. Donc ça a trotté dans ma tête et 1 an plus tard, je suis allée faire les essais au Paris Saint-Germain. D'accord. Donc du coup, c'était parti de rien. Et puis finalement, tu te retrouves au Paris Saint-Germain, si j'ai bien compris. Ouais, c'était l'envie d'avoir une activité et il s'avère que le camp des loges était à côté de la maison. Okay. Donc c'est pas par réputation, c'est pas parce que j'étais fan ultime, même si j'allais au Parc des Princes de temps en temps avec mon papa, mais c'est comme ça que j'ai découvert le football féminin en club parce que le Paris Saint-Germain, c'était le club le plus proche pour moi. Absolument, Paris d'ailleurs qui est devenu un club extrêmement référencé à tous les niveaux d'ailleurs. Mais du coup, à quel moment le football est devenu un objectif pour toi? Parce que il y a beaucoup de gens, on entend des projets Mbappé, des gens qui veulent tout de suite, très tôt dans leur jeune âge, ils veulent devenir des sportifs de haut niveau. Toi, pour toi, à quel moment c'est devenu très sérieux? Le football, ça a été avant tout une passion, mais ensuite j'ai très vite compris que ce serait un passeport pour voyager, pour m'éduquer. Et parce que lorsque je débute le football, j'ai 12 ans. Dans les années 90, je ne connais même pas les joueuses de l'équipe de France. Et je ne vois même pas l'opportunité de carrière. Ça est vraiment venu petit à petit lorsque Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais se dit il faut éviter la fuite de nos joueuses aux États-Unis. Donc il faut leur faire les premiers contrats. Donc du coup, avant qu'il y ait toute cette ambition de l'Olympique Lyonnais, c'était vraiment le football pour étudier dans les meilleurs contextes, pour aller étudier aux États-Unis et avoir une bourse. Voilà, c'est comme ça que c'est venu le football. Et la professionnalisation, l'ambition d'en faire une carrière, ça a été lorsque j'ai intégré le centre de formation de Clairefontaine et que je voyais les joueuses de l'équipe de France. Et je me dis, faut arriver un peu plus grand là. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant dans ce que tu es en train de dire. C'est à la fois une démarche de... Il y a pas que le football, mais il y a aussi le double projet pour toi qui me semble très important. Parce que quand on regarde un petit peu ton cursus, c'est au-delà du sport. Parce qu'on a tendance aussi à des fois simplement limiter les sportifs à l'aspect que terrain.
Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que même sur le plan scolaire aussi, tu as eu un très très beau parcours. Donc finalement, tu as pu utiliser les deux pour pouvoir justement accomplir un petit peu ta destinée. Très tôt, en fait, je me suis dit que le football, ça a été une activité pour être dans un groupe, pour m'amuser. Et qu'il fallait forcément que je puisse réussir via les études, que je puisse m'enrichir. J'ai échangé avec des jeunes encore il y a 2 jours en Guadeloupe, et je leur dis faites attention à l'esprit de groupe. Pour ceux qui sont en centre de formation, pour ceux qui aspirent à être professionnels, je me dis attention au groupe. Lorsqu'il y avait des grèves en centre de formation, les fils disaient nous on va pas à l'école. Parce qu'il y avait l'effet de groupe, il fallait faire comme tout le monde. Mais moi, très tôt, je me suis dit non, attention. Absolument. L'objectif, c'est pas de plaire au groupe. Absolument. Le foot, c'est une opportunité de devenir professionnel. Aujourd'hui, ça l'est encore plus qu'avant. Mais il faut quand même construire son après-carrière, tout en étant joueuse professionnelle. Et surtout qu'il y a vraiment peu d'élus, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent y arriver au très très haut niveau. On sait que c'est, le pourcentage, il est quoi, de 2-3% en général, que ce soit dans le football, dans tous les autres sports. Donc c'est aussi important d'avoir cette démarche académique. Parce que finalement, à la fin d'une carrière, aujourd'hui, ta carrière, elle est terminée. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais quelque part, c'est aussi important de rappeler cela à tous les enfants qui veulent devenir un jour des sportifs. Donc, je loue ça et je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on est dans une génération aujourd'hui, les gens oublient ce côté-là. Tout le monde pense qu'on peut y arriver, mais la réalité, c'est qu'il y a très très peu de gens qui peuvent y arriver. Il y a très peu d'élus, et je vais juste rajouter par rapport à cet aspect-là, qu'on est toujours apprenez, faites des études, parce que vous pouvez blesser à n'importe quel moment, parce que il y a très peu d'opportunités pour l'élite. Mais je rajouterais, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, de côtoyer des joueurs professionnels et d'ex-joueuses et joueurs professionnels, c'est que même après avoir été champion du monde, j'ai des joueurs et des joueuses qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui ont des difficultés à trouver à quelle carrière ils sont destinés après. Donc, même une carrière où on a gagné des millions ne veut pas dire que demain, on aura un emploi fixe, que demain, on soit prêt pour l'après-carrière. Absolument, absolument. C'est important de le préciser. En plus, toi, à l'époque, quand tu as commencé le football, c'est pas le football d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir accompli justement ce double projet-là. Je reviens un petit peu sur un moment de ta carrière qui, je pense que ça doit être aussi important pour toi, ce passage à Lyon où vous gagnez 6 titres de champion de France. Où il y a été vraiment une suprématie à tous les niveaux. Quel souvenir tu gardes de Lyon? Lyon, pour moi, ça marquait la professionnalisation, l'ambition de Ligue des Champions, se donner les moyens humains, se donner les moyens d'infrastructure, les moyens financiers pour accompagner le résultat. Parce qu'en fait, on se rend compte que pour aller réussir à un certain niveau, il faut des personnes compétentes, il faut avoir des infrastructures de qualité et il faut des leaders qui croient. Et Jean-Michel Aulas, sa grande force, c'est d'avoir cru dans le football féminin. C'est pas lui qui a créé le football féminin professionnel. On pourra dire le premier qui a été précurseur, c'est Louis Nicolin à Montpellier. Absolument. Mais par contre, lorsqu'on lui a présenté le projet à Jean-Michel et les ambitions d'une équipe lyonnaise pour aller gagner des titres, là, il a mis les moyens, il a mis une infrastructure, il a mis des ressources humaines pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Et il nous a traités avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, en venant à nos matchs, en nous donnant les moyens et en étant présent. Mais comment on fait aussi, Laura, pour gagner aussi 6 titres? C'est pas évident, les gens s'en rendent pas compte, au fait. Faut se réinventer. Je dis toujours que l'excellence, c'est pas un acte singulier. Donc, d'avoir la capacité de répéter comme ça 6 titres, mais je suis sûr que tu gardes quand même un souvenir indélébile de ce passage, quand même. Au-delà de juste tout ce que tu viens d'évoquer. Mais comment vous avez fait pour vous réinventer, pour gagner 6 titres? La grosse force de Lyon et je fais savoir autour de moi en disant, au-delà d'avoir des joueuses de très haut niveau dans l'effectif lyonnais, c'est vraiment la rigueur à l'entraînement. Ça a été la différence, c'est de s'imposer un rythme, une ambition, une régularité, une constance dans l'effort, de se dire qu'on allait se faire mal à l'entraînement, on allait s'imposer un rythme, un tempo et une qualité de jeu à l'entraînement et on allait le faire en championnat régulièrement. Toujours se donner des objectifs personnels et de groupe à toujours performer. Et lorsqu'on allait après sur la scène européenne, de se dire,
on est prête, même si lors du championnat, les matchs sont plus ou moins faciles, mais on s'est imposé une rigueur. Et lorsqu'on est en Ligue des Champions, on a quand même un très, très bon tempo à imposer. Et donc, du coup, c'est à louer. Parce que sur la durée, les filles ont duré. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, en tout cas, chapeau bas. Quand je regarde ton parcours, il y a quand même beaucoup de choses que tu as accomplies. Que ça soit aussi le championnat de France que tu as gagné 6 fois, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire davantage avec du recul maintenant? Des choses que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas fait, c'est tirer des pénaltys. Pourquoi? Parce qu'à des moments clés avec l'Olympique Lyonnais ou avec l'équipe de France, j'ai toujours préféré laisser d'autres joueuses, même plus jeunes, tirer. D'accord. Parce que je me disais lors des matchs, je vais faire en sorte qu'on prenne pas de but. Je vais faire en sorte que derrière, on soit pas en difficulté, qu'on n'ait pas de score à remonter. Oui. Et souvent, on était sur des 0-0. Il faut aller au penalty. Et en fait, avec l'expérience que j'avais à travers les années, je pense que j'avais cette capacité à rester calme et à me dire qu'à un moment où il faut tirer les pénaltys, Laura, tu auras l'expérience d'avoir ce calme pour aller tirer. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était de me dire, je laisse la place aux jeunes. Elles ont travaillé leur pénalty durant la semaine et elles ont l'habitude d'être devant le but. Oui. Mais à un moment, je pense que j'aurais dû me dire, non, prends tes responsabilités et même si tu fais confiance aux autres, tu te dois d'aller apporter ton expérience sur ce penalty, même si tu es défenseur. Un bon plat du pied, une bonne concentration et on y va. Et à quel moment tu as pu noter ça de ta part, que tu aurais dû justement plus t'engager à ces moments-là? En fin de carrière. En fin de carrière, surtout quand je suis décrié sur des moments clés par mon propre staff, en tout cas un coach en particulier, de me dire non, tu peux pas lui laisser te discréditer. Bien sûr. Par rapport à certains aspects, alors que moi j'avais ma vision différente. Mais j'aurais dû me dire non, tu dois dépasser ta fonction. T'es pas juste défenseur à bloquer toute action, tu dois aussi se dire ok, je sais que il va y avoir des moments de faiblesse, on n'est pas encore assez forte mentalement pour aller tirer nos pénaltys. Toi, il faut que tu travailles sur ça, Laura. Absolument. Donc c'est là que je me dis Donc dans ma vie de tous les jours, je me dis il y a des dépassements de fonction à faire. Il faut savoir les voir passer à outre. quoi ça ressemble un dépassement de fonction dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est des valeurs qui sont souvent transposables dans la vie de tous les jours, une carrière de sportive et la vie normale. Mais on apprend toujours de ça. On apprend toujours de ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage aux États-Unis, notamment cette rencontre aussi avec George Mumford, qui a été un élément important dans ta carrière aussi, dans la confiance, qu'on sait que c'est vraiment une pierre angulaire dans le développement d'un être humain, d'un sportif, de tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience américaine? L'expérience américaine, ce que je retiens, c'est vraiment un gros travail personnel. C'est-à-dire que la performance, elle n'est pas que sur le terrain. Elle est aussi, il y a un travail personnel à faire. Et c'est vrai que George Mumford, il arrive à un moment clé dans ma carrière où je doute énormément par rapport à mes performances en équipe nationale, par rapport à ce que je faisais en club, où je manquais énormément de confiance en moi. Et il me rappelle quelque chose de simple et que j'utilise encore aujourd'hui, de savoir en fait qu'est-ce que je veux. Et que c'est pas mon entourage qui va dicter ce que je veux devenir. Mais par contre, il faut être très clair sur les objectifs que je me donne et ce que je veux devenir. Et ce que je mettrai en place pour ça. Donc le travail personnel, de mieux me comprendre, mieux me connaître pour avancer. Et puis après, ce que j'ai apprécié aux États-Unis, alors j'étais aussi dans un cocon, un environnement vraiment safe et bienveillant. C'est pas le cas de toutes les universités et tous les groupes sportifs. Okay, oui. Mais il y avait un vrai besoin d'avoir un esprit d'équipe pour aller gagner des titres. Et c'est là où je me dis, on peut faire de la compétition, ou en tout cas, selon le niveau lequel on est, mais développer un état d'esprit pour aller atteindre des objectifs. Et que durant un moment donné, le temps d'un match, on peut oublier les problématiques à côté et faire corps pour une compétition, pour un moment collectif. Finalement, si je comprends bien, Laura, il t'a permis au fait de te centraliser sur toi-même, au fait, parce que quand on est une personne publique, tout le monde a des avis, tout le monde a envie de nous donner des rôles, et simplement de faire face à toi, qui tu es, et ce que tu as envie d'aborder, au fait, simplement. En tout cas, oui, c'est important de se dire qu'on n'est pas qu'un athlète dans un collectif. On est une personnalité et il faut grandir dans notre rôle et mieux se connaître. En tout cas, il y a un travail personnel à faire. Ouais. Comme toute belle chose dans la vie, Laura, tu décides d'arrêter ta carrière en 2018.
Pourquoi tu décides d'arrêter ta carrière en 2018? Parce que tu avais seulement 33 ans. Je crois qu'il y avait la Coupe du Monde qui devait y arriver aussi. Est-ce que c'est parce que tu n'arrivais plus à gambader? C'est parce que tu as envie de passer à autre chose? Pourquoi cette décision-là à 33 ans? Alors, il s'avère qu'en mars 2017, je deviens secrétaire général de la fédération. Je suis une élue de la fédération et je suis également joueuse du Paris Saint-Germain. J'arrive à un moment où, en tant que joueuse, je joue moins dans mon club et le président de la fédération me dit Laura, à un moment, il va falloir faire un choix. Tu peux pas jouer et être une élue de la fédération. Et c'est à ce moment-là, à 1 an de la Coupe du Monde, où je dis au président écoutez, j'ai besoin de voir si j'ai encore le cœur, si j'ai encore le physique pour aller essayer d'être à cette Coupe du Monde en tant que joueuse. Il me dit ok, je te laisse 6 mois et à la fin, tu me diras où tu en es. Donc du coup, je joue au Bayern de Munich, je veux voir si j'ai encore l'envie, la niaque. Et quand je suis au Bayern, je me dis, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont faites pour moi. Je pense que je vais passer à mon autre étape de vie, c'est une autre carrière professionnelle. Et donc, c'est là où je me dis, j'arrête ma carrière. Pas parce que je suis blessée, mais parce que je sens que j'ai envie d'apporter autre part. Ouais, il y a une autre génération, faut les laisser jouer. Je joue beaucoup moins. Je veux pas forcer. Ouais, et puis en plus, il y a une très belle transition déjà pendant ta carrière où tu as adopté ce poste de secrétaire général au sein de la Fédération française de football, qui est une très belle transition. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là? Parce que c'est quand même des postes à responsabilité, c'est beaucoup de leadership, il faut conduire des projets. Qu'est-ce que tu en tires de ça aujourd'hui? Alors, énormément d'expérience personnelle, mais aussi sur la gestion du sport et du football, puisque j'ai connu en 2 mandats une crise. Donc ça remet beaucoup en question, en fait, à quoi sert un comité exécutif dans une fédération. Bien sûr. Parce que lorsque vous avez les projecteurs et que les médias vous attendent devant votre fédération, à vous questionner, à savoir au fait quelles décisions vous allez prendre pour le football français. Et actuellement, vous êtes en crise. Et en fait, on se dit, mais est-ce qu'on fait partie d'un... En fait, nos décisions comptent énormément. Oui. Les gens ne le savent pas. Bien sûr. Tous les mois, il y a des décisions faites pour le football français. On a connu la crise du Covid. Comment prendre les décisions de dire on arrête le championnat. Donc tous les mois, c'est des moments clés où lorsque moi, je rentre en 2017 dans le comité exécutif, je me dis, je suis ambassadrice pour la Coupe du Monde, je vais mener des projets sur le développement de l'arbitrage féminin. Bien sûr. Mais après, très vite, non, c'est des sujets un peu plus sérieux. Tu dois prendre une décision parce qu'il y a un problème avec un club et que tu sens qu'il y a des problématiques qui sont au-delà du football qu'on gère. Et quelque part, ça ressemble aussi à ta personnalité parce que sur le terrain de football, c'était aussi ce que tu dégageais. On t'a même surnommé le rock. T'as une force, t'as une vraie personnalité quand tu joues. Donc finalement, on est à la fois ce qu'on est sur un terrain, mais aussi en dehors aussi. Donc t'avais aussi envie d'avoir ce poste à responsabilité. Je l'ai jamais cherché parce que moi j'ai toujours été dans l'événementiel, tout en étudiant Okay. et en étant joueuse, j'étais plus dans l'événementiel, mais il y avait toujours ce rapport aux autres et à la fédération. En fait, j'ai trouvé quelque chose qui me ressemblait, c'est d'être au contact des territoires, donner de la considération, utiliser mon titre, parce que je veux pas dire que j'étais la secrétaire générale typique d'une fédération. Oui. J'étais plus dans un rôle d'élu avec des sujets à traiter. D'accord. Et un de mes sujets, c'était être ambassadrice sur la Coupe du Monde féminine. Développer l'arbitrage féminin et une chose que j'ai accompagné des programmes sur les femmes dirigeantes et les projets impact. Et ce que j'ai aimé, c'est d'aller au contact des gens, utiliser mon titre pour donner de la considération aux gens, passer du temps avec les gens. Et ça, j'ai adoré. Ouais. Et ils m'ont énormément redonné en échange. Non, c'est très très noble, hein, franchement, ce que tu as pu faire. Mais du coup, aujourd'hui, toi qui as commencé le football il y a bien longtemps de cela, toi qui es une des pionnières, hein, parce qu'on parle de 188 sélections, je crois que tu es la 4e joueuse la plus capée de l'histoire du football féminin, c'est pas rien. Et aujourd'hui, comment tu vois l'évolution du football, même si ça a beaucoup évolué, mais je pense qu'à ton époque, c'était pas vraiment le cas. Toi, tu as dû vraiment tout vivre, parce qu'on parle de 21 ans de carrière. Je fais partie d'une période des pionnières, mais nos vraies pionnières sont celles qui ont débuté l'équipe de France dans les années 70. Oui. Lorsque le football féminin est reconnu. Les premières qui sont allées voyager aux États-Unis devant 50 000 spectateurs. Nous, on est l'étape où la médiatisation est venue. Donc, les premiers titres Ligue des Champions et cette évolution, on la doit à des leaders
comme Jean-Michel Aulas, qui ont décidé, et Louis Nicolin, de mettre les moyens financiers, des moyens humains. On a la médiatisation. On commence à des moments où le gouvernement demande aux fédérations de mettre en avant le sport féminin à la télé. Donc, il y avait les 24 heures du sport avec Laura Flessel. Il y a des clubs masculins qui investissent dans les sections féminines. Bien sûr. Les clubs professionnels comme Lyon, le PSG investissent. Donc, on est dans un moment où il y a un cercle vertueux. Les préjugés commencent à tomber parce que les gens commencent à mieux connaître les joueuses. Il y a de la féminité. Donc, les gens se disent, ah oui, effectivement, c'est un sport qu'on peut regarder. Il y a des talents, il y a des titres. Parce qu'on nous dit, voilà, le foot féminin, s'il avance aussi, c'est parce qu'il y a des titres. Et après, en même temps, le football, c'est un sport populaire. Bien sûr. Parce que lorsque je regarde les filles du basket et les filles du hand qui ont des titres, elles sont peut-être moins populaires que les joueuses de foot, alors qu'on a moins de titres au niveau de l'équipe de France. Oui, c'est vrai que c'est bien de le noter parce qu'il y a toujours une distinction entre les hommes et les femmes et ce débat continue toujours, même s'il y a eu beaucoup de progression à ce niveau-là. Et moi, pour ma part, en tout cas, moi qui suis un homme, j'arrive toujours pas à comprendre cette inégalité-là à tous les niveaux. Et je suis content de voir vraiment l'évolution du football, de la société et des gens vraiment qui ont envie de donner, voilà, les mêmes possibilités aussi aux femmes. Et puis les femmes, elles sont vraiment capables. Je disais à un pote à moi la dernière fois, il se disait, une femme, en général, elle gère même mieux l'argent qu'un homme. Et donc, en général, au fait, les femmes, c'est des gens qui sont capables de gérer beaucoup de choses. Et personnellement, en ce qui me concerne, j'ai jamais vraiment compris ça. Et je suis content de voir que la société est en train de bien évoluer. Et les femmes, elles ont besoin d'avoir, voilà, des places à position très forte. Et puis voilà, elles permettent de converger dans le bon sens. Et c'est plutôt très noble, tout ça. Il y a une chose qui m'intéresse aujourd'hui, Laura, c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Je sais que tu es consultante, mais il me semble que tu as envie de parler de pas mal de choses. Alors vraiment, je te donne l'opportunité de t'exprimer maintenant sur tes nouvelles activités et que tu nous donnes beaucoup plus de précisions là-dessus. Alors, tu sais, aujourd'hui, je suis dans les projets Impact. Ce que j'avais appris à travers la fédération, c'est que le sport doit aider aux plus jeunes à être de meilleurs citoyens, doit aider les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel, accompagner les personnes qui reviennent de longues maladies, donc le sport santé, et de me dire que je vais continuer dans ce sens-là. C'était l'un de mes enjeux lorsque je quitte la fédération, de me dire continuer à donner du sens avec ma perspective, ma vision, à créer un collectif autour de moi. Donc du coup, aujourd'hui, je suis consultante pour différents projets, notamment avec un nouveau format de football, le World 7 Football, avec des investisseurs américains. Mais sur lequel, au-delà d'un projet assez professionnel, d'un nouveau format de football, c'est comment on va aussi inspirer la jeune génération à travers ce tournoi. Donc il y a un projet Impact à côté. Je viens de lancer un nouveau programme en Guadeloupe, Femmes Leader, qui accompagne des femmes dirigeantes du football à prendre leur place, à gagner en leadership, parce qu'on sait qu'en 2028, il va y avoir une parité dans les comités exécutifs de nos régions. Et j'interviens toujours à la télé, consultante en France et à l'étranger. Tout comme toi, j'essaie de participer à ce que le grand public puisse comprendre les coulisses du football. Absolument. Comprendre pourquoi tel geste, pourquoi telle parole, pourquoi tel mouvement stratégique dans le jeu. Et partager mon expérience et ma passion, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, parler de leadership en entreprise, mieux raconter mon histoire pour inspirer et donner des outils pour avoir confiance en soi, pour savoir répondre à des moments compliqués de sa vie. Voilà, ça, c'est mes enjeux aujourd'hui. De toute façon, ça m'étonne pas de toi parce que tu as tellement toujours envie de te réinventer, d'aller de l'avant, d'être toujours en mouvement, d'être dans les projets. Malheureusement, cette interview arrive à sa fin. C'était vraiment un plaisir pour moi, un privilège de t'avoir avec nous, Laura. J'espère que tu as passé un bon moment ici et j'espère qu'on aura l'occasion de te faire revenir plus tard. Qui sait jamais. Et j'espère aussi que nos téléspectateurs, ils ont profité justement de cette expérience, cet échange qu'on a eu. Je remercie également la régie. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle année. J'ai tendance à dire, je finis sur cette petite citation, la vie c'est comme un timbre de poste. Et on a l'impression qu'on est éternel des fois. Donc je vous souhaite vraiment la santé, une très belle année. Et puis connectez-vous, vous allez suivre ce qui s'est passé justement sur le podcast, sur nos réseaux sociaux, et également sur tous nos plateformes pour ceux qui aiment ce qu'on est en train de faire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.